5 août 1942, 10h30 du matin. Aérodrome de Charter Towers, Queensland, Australie. Le général de division George Kenney se tenait sous l'aile d'un bombardier léger Douglas A-20 Havoc. Il observait un capitaine d'âge moyen en combinaison tachée de graisse installer des mitrailleuses dans le nez d'un avion d'une manière qui violait tous les règlements de l'armée de l'air auxquels il pouvait penser. Le capitaine était Paul Irving Gunn, 42 ans, ancien premier maître de la marine, actuellement affecté au 3e groupe d'attaque. Tout le monde l'appelait Papy. Les Japonais contrôlaient la majeure partie du Pacifique Sud-Ouest. Les forces américaines tenaient à peine en Nouvelle-Guinée. Les tactiques de bombardement standard ne fonctionnaient pas. Le bombardement à haute altitude manquait les navires en mouvement. Les attaques à moyenne altitude donnaient aux navires le temps de s'évader. Les avions américains se faisaient abattre en essayant de se rapprocher suffisamment pour toucher quoi que ce soit. Kenney était arrivé en Australie 3 jours plus tôt pour prendre le commandement de la 5e force aérienne. Il héritait d'un désastre, 75 chasseurs opérationnels pour tout le théâtre, des centaines d'avions détruits empilés pour la récupération, des pilotes démoralisés, des tactiques inefficaces. Et maintenant, il regardait un capitaine modifier un bombardier d'attaque sans autorisation, sans approbation technique, sans permission de personne. Gunn installait des mitrailleuses de calibre 50 dans le nez de LA-20, là où le bombardier s'asseyait habituellement. Les armes provenaient de chasseurs P-40 détruits qui ne voleraient plus jamais. Gunn les avait récupérées lui-même dans un tas de 170 avions détruits au dépôt de récupération de Brisbane. Il expliqua son raisonnement à Kenney. Si les bombardiers attaquaient à basse altitude et à grande vitesse, le bombardier ne pouvait de toute façon pas viser. Le pilote larguerait les bombes et tirerait avec les mitrailleuses simultanément. Puissance de feu maximale délivrée à altitude minimale. Faire ricocher les bombes sur le flanc des navires. Mitrailler les ponts pour supprimer le tir anti-aérien. Les frapper avant qu'ils ne puissent riposter. Kenney écouta attentivement. Il comprenait l'aviation d'attaque mieux que la plupart des généraux. Il avait enseigné cette matière à l'école tactique de l'armée de l'air dans les années 30, quand la plupart des officiers la considéraient comme secondaire par rapport au bombardement stratégique. Il avait rédigé les exigences de développement pour les avions d'attaque. Il avait écrit du matériel de cours sur les tactiques à basse altitude. Il avait expérimenté le bombardement en ricochet contre des cibles terrestres et même joué avec des bombes à fragmentation à parachute. Il était l'un des rares officiers supérieurs de l'armée de l'air qui croyait que l'aviation d'attaque pouvait gagner des guerres. Mais personne n'avait essayé de combiner tous ces éléments, attaquer des navires à hauteur de vague avec des bombardiers modifiés transportant une puissance de feu écrasante montée dans le nez. Le concept était révolutionnaire. Si cela fonctionnait, cela changerait la guerre navale dans le Pacifique. Les navires seraient vulnérables aux attaques aériennes d'une manière jamais vue auparavant. Les Japonais perdraient leur capacité à renforcer les positions par mer. Tout le tableau stratégique basculerait. L'idée était également complètement non autorisée. Les règlements de l'armée de l'air exigeaient une approbation technique pour toute modification des systèmes d'aéronefs. Cette approbation venait de Wright Field dans l'Ohio, à 11 000 km de distance. Le personnel d'ingénierie à Wright Field testait tout, analysait les charges de contrainte, calculait le poids et l'équilibre, vérifiait l'intégrité structurelle. Le processus d'approbation prenait des mois, parfois des années. Kenney n'avait pas des mois. Il avait à peine des semaines. Les Japonais gagnaient. Les forces américaines battaient en retraite. L'innovation ne pouvait pas attendre la bureaucratie. Gunn avait déjà tout perdu face aux Japonais. Sa femme Clara et leurs 4 enfants, Nathaniel, Paul Jr., Connie et Julie, étaient emprisonnés au camp d'internement de l'université de Santo Tomas à Manille. Gunn vivait aux Philippines avant la guerre, dirigeant Philippine Airlines, pilotant des Beechcraft Model 18 entre Manille et d'autres villes. Quand les Japonais envahirent en décembre 1941, Gunn effectua des missions de reconnaissance, évacua des civils, livra des fournitures aux forces américaines assiégées sur Bataan. Le 18 avril 1942, Gunn accomplit l'une des missions les plus dangereuses de sa vie. Il pilota un avion de transport non armé dans l'espace aérien contrôlé par les Japonais pour livrer des fournitures médicales aux troupes américaines piégées sur Bataan. Des chasseurs japonais l'interceptèrent. Gunn vola au ras des arbres à travers la jungle, esquivant les avions ennemis, essuyant des tirs au sol, réussissant la livraison. Il gagna la Distinguished Flying Cross pour cette mission. Mais quand les forces américaines se rendirent, Gunn dut évacuer vers l'Australie. Il essaya d'abord de faire sortir sa famille. Il ne put pas. Les Japonais avaient déjà pris le contrôle de Manille. Sa femme et ses enfants furent capturés et envoyés au camp d'internement. Gunn s'échappa, mais sa famille resta derrière. Il ne les avait pas vus depuis. Il ne savait pas s'ils étaient vivants. Il combattait les Japonais depuis lors, non par les canaux réguliers, non par les procédures normales, mais par tous les moyens qui tuaient l'ennemi le plus efficacement possible. N'oubliez pas de vous abonner à Du Conflit pour plus d'histoires inédites de la Seconde Guerre mondiale. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Le premier pilote que Kenney perdit à cause d'une puissance de feu inadéquate était le capitaine William Benn. Benn était un pilote de B-17 avec le 63e escadron de bombardement, 43e groupe de bombardement. Pilote brillant, innovateur naturel, exactement le genre d'officier dont Kenney avait besoin. En octobre 1942, Benn développa des tactiques de bombardement en ricochet pour les B-17 attaquant les navires japonais. Voler bas, 75 mètres au-dessus de l'eau, 320 km/h. Larguer les bombes pour qu'elles ricochent sur la surface comme des pierres sur un étang. Les bombes frapperaient le navire à la ligne de flottaison où le blindage était le plus faible. Benn effectua la première attaque réussie en ricochet le 23 octobre 1942. Il toucha un cargo japonais et le regarda couler. La tactique fonctionnait. Mais les B-17 étaient des bombardiers lourds conçus pour le bombardement stratégique à haute altitude. Ils n'étaient pas idéaux pour l'attaque à basse altitude. Il manquait d'armement tirant vers l'avant. Il ne pouvait pas supprimer le tir défensif en approchant la cible. L'équipage devait endurer le tir antiaérien pendant toute la course d'attaque sans moyen de riposter. Benn connaissait la limitation. Il y travaillait constamment, expérimentant différents angles d'approche, différents points de largage, essayant de trouver des moyens de réduire le temps d'exposition.
Le 18 janvier 1943, Ban mena une attaque contre des positions japonaises près de l'AE. Son B-17 fut touché par le tir antiaérien pendant l'approche. L'avion s'écrasa. Ban et tout son équipage furent tués. Kenney lut le rapport de perte. Ban avait tout fait correctement. Il avait suivi les procédures correctes. Il avait exécuté l'attaque parfaitement. Le bombardier ne pouvait simplement pas supprimer le tir ennemi. Les Japonais l'abattirent avant qu'il ne puisse larguer sa charge utile. C'était le problème. La doctrine américaine disait que les bombardiers devaient voler haut et compter sur des escortes de chasseurs pour la protection. Mais Kenney n'avait pas assez de chasseurs. Il avait besoin de bombardiers qui pouvaient se protéger eux-mêmes. Le problème était clair, les bombardiers américains manquaient de puissance de feu frontale pour supprimer les défenses ennemies pendant les attaques à basse altitude. Le bombardement à haute altitude permettait aux bombardiers de rester au-dessus de la plupart des tirs antiaériens, mais la précision était médiocre et les navires pouvaient manœuvrer pour éviter les bombes. Le bombardement à moyenne altitude mettait les avions dans la pire position possible, assez bas pour un tir antiaérien précis, mais assez haut que la visée était encore difficile. L'attaque à basse altitude était la seule solution, mais elle nécessitait une puissance de feu frontale écrasante pour supprimer les défenses avant que le bombardier n'entre dans la portée des canons ennemis. Le commandant du 3e groupe d'attaque, le lieutenant-colonel John Davis, envoya un rapport au quartier général. Ses pilotes mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas supprimer le tir ennemi. Les mitrailleuses de calibre 30 étaient inutiles contre les cibles blindées. Il avait besoin de mitrailleuses de calibre 50, de mitrailleuses lourdes qui pouvaient pénétrer le blindage, détruire les positions de tir, tuer les équipages. Le quartier général dit que les modifications nécessitaient une approbation technique. L'approbation technique nécessitait 6 mois. Davis n'avait pas 6 mois. Ses pilotes mouraient maintenant. C'est alors que Davis dit à Papy Gunn de faire tout ce qui était nécessaire. Officiellement, Davis ne pouvait pas autoriser des modifications non autorisées. Officieusement, il pouvait regarder ailleurs pendant que son officier de maintenance installait des armes récupérées de chasseurs détruits dans des avions qui étaient censés être en maintenance. Gunn comprit. Il avait été pilote enrôlé de la marine pendant 20 ans. Il savait comment contourner les règlements quand des vies étaient en jeu. En août 1942, Gunn avait modifié SIAP-20 avec 4 mitrailleuses de calibre 50 chacun. L'installation était rudimentaire. Des plaques de tôle couvraient les zones de souffle. Des boîtes de munitions étaient soudées dans le compartiment du nez. Les systèmes d'alimentation étaient bricolés avec des pièces détachées. Rien n'était standardisé. Rien n'était approuvé. Tout fonctionnait. Les A-20 modifiés effectuèrent leur première mission de combat le 31 août 1942. Un raid coordonné avec des maraudeurs B-26 contre l'aérodrome japonais de l'AE en Nouvelle-Guinée. 16 A-20 participèrent, 6 d'entre eux avec les modifications d'armes de nez. Le lieutenant-colonel John Davis mena la formation. Ils volèrent à travers les montagnes Owen Stanley à basse altitude, suivant les vallées, restant sous la couverture radar japonaise. L'attaque commença à l'aube. Les A-20 modifiés arrivèrent à 150 mètres d'altitude, 400 km/h de vitesse. Les Japonais ne s'attendaient pas à une attaque à basse altitude. Leurs chasseurs étaient garés sur la piste. Leurs canons antiaériens étaient positionnés pour une défense à haute altitude. Quand les A-20 ouvrirent le feu avec leurs mitrailleuses de nez de calibre 50, l'effet fut catastrophique. Les mitrailleuses lourdes détruisirent 9 avions japonais au sol avant qu'ils ne puissent décoller. Elles tuèrent les équipages courant vers leurs chasseurs. Elles déchiquetèrent la tour de contrôle. Elles détruisirent les camions de carburant. Les bombes qui suivirent déclenchèrent des incendies à travers l'aérodrome. Les explosions secondaires des dépôts de munitions et de carburant continuèrent pendant des heures après la fin de l'attaque. Les 16 A-20 retournèrent à la base. Un avait des dommages mineurs du tir au sol. Aucune perte. Davis déposa son rapport d'action le même jour. La modification de l'arme de nez était un succès complet. Les mitrailleuses de calibre 50 tirant vers l'avant supprimèrent le tir défensif si efficacement que les bombardiers pouvaient attaquer à altitude minimale avec un risque minimal. La tactique devrait être étendue à tous les A-20 dans le théâtre dès que possible. Il recommanda que le capitaine Gunn soit promu et reçoive l'autorité de modifier des avions supplémentaires. Kenney lut le rapport et prit sa décision immédiatement. Il promut Gunn au grade de major. Il l'affecta au quartier général de la 5e force aérienne en tant qu'officier de projets spéciaux. Il lui donna une équipe de mécaniciens et d'armuriers. Il lui ordonna de modifier chaque A-20 dans le théâtre du Pacifique Sud-Ouest et de récupérer les pièces nécessaires du tas d'épaves. Gunn se mit au travail. Au cours des 2 mois suivants, Gunn modifia 32 avions A-20. Il résolut également un problème critique de portée. LA-20 Standard avait un rayon de combat de 420 km avec une charge complète de bombes. Ce n'était pas suffisant pour atteindre les bases japonaises sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée. Gunn installa des réservoirs de carburant auxiliaires dans la soute à bombe, réduisant la capacité de bombe mais étendant la portée à 640 km. La modification nécessitait des réservoirs fabriqués sur mesure, des systèmes de carburant modifiés et des calculs minutieux de poids et d'équilibre. Gunn fit tout cela sans plan d'ingénierie ni approbation officielle. Mais LA-20 avait encore des limitations. C'était un bombardier léger conçu pour le soutien tactique, pas l'attaque stratégique. Il ne pouvait transporter que 900 kg de bombes. Sa portée, même avec des réservoirs auxiliaires, était à peine adéquate. Kenney avait besoin de quelque chose de plus gros, quelque chose qui pouvait atteindre chaque base japonaise en Nouvelle-Guinée et dans l'archipel de Bismarck, quelque chose qui pouvait transporter assez de puissance de feu pour détruire la navigation et dévaster les installations. Il avait besoin du B-25 Mitchell. Commentez ci-dessous d'où vous regardez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire. Le B-25 était un bombardier moyen, bimoteur, équipage de 6, conçu pour le bombardement à moyenne altitude. Il pouvait transporter 1350 kg de bombes, avait une portée de 2400 km et était assez rapide pour distancer la plupart des chasseurs japonais. Mais il avait le même problème que tous les autres bombardiers américains. Armement frontal inadéquat, juste 2 mitrailleuses de calibre 50 dans le nez tiré par le bombardier, pas assez pour supprimer les défenses ennemies. Kenney appela Gunn dans son bureau en novembre 1942.
Il voulait 12 B-25 modifiés comme bombardier mitrailleur. Retirer le bombardier. Retirer le viseur de bombardement. Remplir le nez avec autant de mitrailleuses de calibre 50 que physiquement possible. Ajouter des réservoirs de carburant externes pour augmenter la portée. Transformer le bombardier moyen en destructeur de commerce qui pourrait couler des navires, détruire des aérodromes et éliminer les positions japonaises à basse altitude avec une puissance de feu écrasante. Gunn dit que cela fonctionnerait, mais il y aurait de sérieux défis d'ingénierie. Ajouter 4 mitrailleuses ou plus au nez déplacerait le centre de gravité vers l'avant d'au moins 30 cm. L'avion serait lourd du nez. Les caractéristiques de maniement changeraient radicalement. Le décollage nécessiterait des vitesses plus élevées et plus de pistes. L'atterrissage serait critique parce que le nez voudrait descendre. Les pilotes auraient besoin d'une formation de recyclage. Il y avait aussi des préoccupations structurelles. 8 mitrailleuses de calibre 50 tirant simultanément produiraient d'énormes forces de recul. La cellule n'était pas conçue pour ce genre de contraintes. Les rivets pourraient sauter, les panneaux pourraient se plier, les membres structurels pourraient se fissurer. Les modifications devraient inclure un renforcement significatif, ajoutant du poids, ce qui affecterait davantage les performances. La charge de munitions serait également un défi. 8 mitrailleuses avec 500 cartouches chacune signifiait 4000 cartouches de munitions de calibre 50. Chaque cartouche pesait environ 114 grammes. 4000 cartouches pesaient 450 kg. Ce poids devait aller dans le nez, aggravant encore le problème du centre de gravité. Le carburant devrait être déplacé vers l'arrière. L'équipement devrait être repositionné. L'avion entier devrait être rééquilibré. Et il y avait un autre problème, les règlements. Le B-25 était construit par North American Aviation sous contrat avec l'armée de l'air. Toute modification de la conception de base nécessitait l'approbation du fabricant et du commandement d'ingénierie de l'armée de l'air. Ce processus d'approbation pouvait prendre 1 an ou plus. Gunn modifierait des avions sans approbation du fabricant, sans approbation d'ingénierie, sans documentation, en utilisant des pièces récupérées d'autres avions. Si quelque chose tournait mal, si un avion modifié s'écrasait en raison d'une défaillance structurelle ou de problèmes de maniement, Gunn ferait face à une cour martiale. Kenney pourrait faire face à une révocation de commandement. Kenney dit à Gunn de résoudre les problèmes et d'ignorer les règlements. Ils étaient en guerre. Les pilotes américains mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas supprimer le tir ennemi. Si les modifications de Gunn sauvaient des vies et tuaient des Japonais, c'était tout ce qui importait. L'approbation officielle pourrait venir plus tard. Les résultats d'abord. Gunn se mit au travail. Il sélectionna l'avion B-25 numéro 41-12946 pour la première conversion. L'avion venait d'arriver des États-Unis et n'avait pas encore été assigné à un escadron de combat. Il était surnommé Margaret, non peint sur le nez par les ouvriers d'usine qui l'avaient construit. Gunn et son équipe emmenèrent Margaret au centre de modification à l'aérodrome Eagle Farm près de Brisbane. Le travail prit 3 semaines de journée de 16 heures. Ils retirèrent tout le compartiment du bombardier du nez. Les panneaux de plexiglas sortirent. Le viseur de bombardement sortit. Les positions du navigateur et du bombardier furent éliminées. À leur place, Gunn installa un carénage de nez solide avec 4 mitrailleuses de calibre 50 montées en formation serrée. Les mitrailleuses étaient des M2 Browning, le même modèle utilisé dans les chasseurs, alimentées par bande avec un taux cyclique de 850 coups par minute. Les supports de mitrailleuses furent fabriqués en plaques d'acier. Les boîtes de munitions furent soudées en position. Des goulottes d'alimentation acheminaient les bandes des boîtes aux mitrailleuses. Des tubes de souffle protégeaient le fuselage du souffle de la bouche. Les douilles vides et les maillons de bande étaient éjectés par des goulottes dans le bas du nez. Le système entier était contrôlé par un seul bouton de déclenchement sur la colonne de commande du pilote. Quand il appuyait sur le bouton, les 4 mitrailleuses tiraient simultanément. Mais 4 mitrailleuses n'étaient pas suffisantes. Kenney voulait plus de puissance de feu. Gunn ajouta 2 mitrailleuses supplémentaires dans des cloques de chaque côté du fuselage avant juste après le nez. Ces mitrailleuses étaient fixées en position, visant légèrement vers l'intérieur pour que leur tir converge avec les mitrailleuses de nez à environ 900 mètres. Des carénages de tôle couvraient les canons de mitrailleuses pour réduire la traînée. De grandes plaques déflectrices de souffle protégeaient la peau du fuselage du souffle de la bouche et des gaz éjectés. 6 mitrailleuses au total, mais Gunn n'avait pas fini. Il ajouta 2 mitrailleuses mobiles, une de chaque côté du fuselage juste devant le cockpit. 8 mitrailleuses de calibre 50, toutes tirant vers l'avant, toutes contrôlées par le pilote. La puissance de feu était stupéfiante. Au taux maximum de tir, les 8 mitrailleuses pouvaient produire 6800 coups par minute. C'était 113 coups par seconde. Le poids de feu était suffisant pour détruire n'importe quel navire, n'importe quel avion, n'importe quelle installation au sol. Gunn fit un vol d'essai de Margaret le 23 décembre 1942. L'avion était lourd du nez, exactement comme prévu. Il voulait piquer vers le bas pendant le décollage. Il devait maintenir une pression arrière sur la colonne de commande pour maintenir le nez levé. Une fois en l'air, la maniabilité était acceptable, mais pas idéale. Le centre de gravité était trop en avant. Il vola vers le champ de tir et tira avec les mitrailleuses. Les 8 calibres 50 s'ouvrirent simultanément. Le recul fut énorme. L'avion trembla. Les rivets sautèrent hors de la peau du fuselage. Les panneaux se plièrent à cause des vibrations. Mais les mitrailleuses fonctionnaient. 8 flux de balles de calibre 50 convergèrent sur la cible. La puissance de feu était incroyable. Gunn atterrit et fit son rapport à Kenney. La modification fonctionnait, mais nécessitait un raffinement. Gunn et son équipe passèrent janvier 1943 à résoudre les problèmes. Ils déplacèrent les mitrailleuses de fuselage plus vers l'arrière pour aider le centre de gravité. Ils ajoutèrent du ballast de plomb à la queue. Ils renforcèrent les rivets et les panneaux structurels. Ils retirèrent la tourelle inférieure pour économiser du poids. Ils retirèrent les mitrailleuses de queue. Ces positions étaient inutiles dans une attaque à basse altitude. L'économie de poids aida à équilibrer l'avion. Le 1er février 1943, 12 B-25 mitrailleurs étaient complets. Ils furent assignés au 90e escadron de bombardement, 3e groupe de bombardement. Le commandant de l'escadron était le major Édouard Larnay, 31 ans, pilote de bombardier expérimenté, leader agressif.
Il pilotait des B-25 depuis son arrivée dans le théâtre. Il connaissait l'avion de fond en comble. Quand il vit ce que Gunn avait fait, il comprit immédiatement, c'était l'arme dont ils avaient besoin. L'armée passa février à entraîner ses pilotes sur les tactiques de mitraillage. Approche à basse altitude, 75 mètres au-dessus de l'eau. Grande vitesse, plus de 400 km/h. Mitrailleuse ouverte au feu à 900 mètres. Supprimer toutes les défenses visibles. Larguer les bombes à 300 mètres en utilisant la technique de bombardement en ricochet. Monter et grimper avant les explosions. Toute la course d'attaque durait moins de 30 secondes par avion. Les pilotes s'entraînaient constamment. Ils effectuaient des courses d'entraînement contre des navires détruits au large. Ils apprenaient à juger l'altitude sans instrument. Ils apprenaient à chronométrer leur largage de bombes. Ils apprenaient à tirer avec les mitrailleuses données en rafale contrôlée pour éviter la surchauffe. Plus important encore, ils apprenaient à faire confiance à l'avion. Le B-25 mitrailleur semblait disgracieux au sol, mais volait comme un chasseur au combat. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que le commandement d'ingénierie de Wright Field avait reçu des rapports sur les modifications non autorisées. Les ingénieurs à Wright Field analysèrent les spécifications. Ils calculèrent le poids et l'équilibre. Ils évaluèrent les charges structurelles. Leur conclusion était sans équivoque, les modifications étaient dangereuses. L'avion serait incontrôlable. Les charges structurelles causeraient une défaillance catastrophique. Ils envoyèrent un message à Kenney, immobiliser tous les B-25 modifiés immédiatement en attendant l'examen d'ingénierie. Kenney reçut le message le 26 février 1943. Il le lut, le froissa et le jeta à la poubelle. Ces bombardiers étaient sur le point de prouver que les ingénieurs avaient tort. Laissez un like si cette histoire vous passionne. Cela nous aide à partager plus d'histoires oubliées de la guerre. Le renseignement avait détecté un grand convoi japonais se préparant à partir de Rabaul. Le convoi transporterait 6900 soldats pour renforcer les positions japonaises à Lae en Nouvelle-Guinée. Si ces troupes atteignaient Lae, les Alliés feraient face à un ennemi beaucoup plus fort. Si le convoi pouvait être détruit, ce serait un coup dévastateur pour les opérations japonaises. Kenney appela son officier des opérations, le général de brigade Henry Whitehead. Il lui dit de préparer tous les avions disponibles pour une attaque d'effort maximum. Des B-17 pour le bombardement à moyenne altitude, des Beaufighter pour le mitraillage à basse altitude, des A-20 pour le bombardement en ricochet, et les B-25 mitrailleurs pour le coup fatal. Ce serait leur premier test au combat. Tout dépendait de l'escadron de l'Arnay. Le convoi japonais quitta le port de Simpson à Rabaul dans la nuit du 28 février 1943. 8 navires de transport transportant les troupes et les fournitures, 8 destroyers comme escorte, environ 100 avions de chasse fournissant une couverture aérienne. C'était le plus grand convoi que les Japonais avaient envoyé en Nouvelle-Guinée depuis des mois. Ils étaient confiants. Leurs renseignements disaient que les Alliés manquaient de capacité pour les arrêter. Le renseignement allié était meilleur. Les interceptions radio décodées par des déchiffreurs à Melbourne et Washington révélèrent la destination et l'horaire du convoi. Les avions de reconnaissance repérèrent le convoi le 1er mars. Il se dirigeait vers le sud à travers la mer de Bismarck, faisant 22 km/h, prévu pour arriver à Lae le 4 mars. Kenney avait 3 jours pour le détruire. L'attaque commença l'après-midi du 2 mars. 8 B-17 trouvèrent le convoi et attaquèrent depuis 4500 mètres. Ils revendiquèrent 2 impacts. Un transport semblait être endommagé. Le convoi continua. Les Japonais ne s'inquiétaient pas. Le bombardement à haute altitude fonctionnait rarement contre les navires en manœuvre. Ils continuèrent vers Lae. Cette nuit-là, les avions de reconnaissance suivirent le convoi. Les navires maintinrent leur cap et leur vitesse à l'aube du 3 mars, ils seraient à portée de tous les avions alliés dans le théâtre. Kenney ordonna l'attaque pour les premières lueurs du jour. Tous les frapperaient en même temps. Les Japonais ne sauraient pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. 3 mars 1943, 6h15. 90 avions alliés décollèrent des bases à travers la Nouvelle-Guinée. Des B-17, des A-20, des Beaufighter et les B-25 mitrailleurs. Des chasseurs P-38 assurèrent la couverture aérienne. La formation s'assembla au-dessus du cap Wardent et se dirigea vers le nord-ouest vers le convoi japonais. À 9h45, l'avion de tête repéra le convoi. 16 navires en formation défensive serrée. Des destroyers sur le périmètre, des transports au centre. Des chasseurs japonais tournaient au-dessus. Le convoi faisait vitesse maximale vers Lae, encore à 200 km. S'il pouvait atteindre la côte, il pourrait décharger sous la protection des canons antiaériens basés à terre. Kenney ne pouvait pas laisser cela se produire. La première vague était les B-17 attaquant depuis moyenne altitude. Les chasseurs japonais s'élevèrent pour les rencontrer. Les P-38 engagèrent les chasseurs. Les B-17 larguèrent leurs bombes depuis 2400 mètres. La plupart manquèrent. Quelques-unes touchèrent près des transports. Un transport semblait être en feu. Le convoi continua. La deuxième vague était les Beaufighter. 13 avions, Royal Australian Air Force, pilotés par des pilotes qui s'entraînaient exactement pour cette mission. Ils arrivèrent à 15 mètres au-dessus de l'eau, volant juste au-dessus des vagues, trop bas pour que les Japonais les suivent efficacement. Les Beaufighter étaient armés de 4 canons de 20 mm et 6 mitrailleuses. Ils ouvrirent le feu à 450 mètres. L'effet fut catastrophique pour les Japonais. Les canons déchirèrent les superstructures des destroyers. Ils tuèrent les officiers sur la passerelle. Ils détruisirent les systèmes de contrôle de tir. Ils déchiquetèrent les équipages de canons antiaériens. Les destroyers essayèrent de riposter, mais ne purent abaisser leurs canons assez bas pour toucher des avions volants à hauteur de vague. Les Beaufighter firent 2 passages et grimpèrent. Ils avaient fait leur travail. Les défenses du convoi étaient supprimées. Maintenant venaient les B-25 de l'Arnay. 12 avions en 4 vols de 3. L'Arnay mena le premier vol. Ils approchèrent de l'est avec le soleil du matin derrière eux. Altitude 75 mètres, vitesse 420 km/h. Les Japonais les repérèrent trop tard. Les B-25 mitrailleurs étaient plus petits et plus rapides que les B-17. Ils ressemblaient à des chasseurs jusqu'à ce qu'ils soient assez proches pour attaquer. À 900 mètres, l'Arnay ouvrit le feu. 8 mitrailleuses de calibre 50 martelèrent. Le son était assourdissant même à l'intérieur du cockpit pressurisé.
Les traceurs s'étendirent vers le transport le plus proche, un cargo de 6000 tonnes chargé de troupes et de fournitures. Les deux autres B-25 de son vol ouvrirent le feu simultanément. 24 mitrailleuses tirant sur un navire. La puissance de feu combinée était dévastatrice au-delà de tout ce que les Japonais avaient connu. Les balles de calibre 50 déchirèrent la superstructure du transport comme si elle était faite de papier. Les fenêtres de la passerelle explosèrent en averses de verre. La timonerie se désintégra. Les équipages de canons moururent à leur poste, fauchés avant de pouvoir riposter. L'équipement de communication fut détruit. Les systèmes de contrôle de tir furent déchiquetés. Le transport perdit le contrôle de direction dans les 3 premières secondes de l'attaque. Les canons antiaériens japonais essayèrent de répondre. Les artilleurs firent pivoter leurs armes vers les bombardiers attaquants, mais les B-25 étaient trop bas et trop rapides. Les canons ne pouvaient pas s'abaisser assez pour suivre des cibles à 75 mètres d'altitude. Les quelques coups tirés passèrent au manquant complètement. Et puis les artilleurs étaient morts, tués par le tir concentré de mitrailleuses de 3 bombardiers mitrailleurs attaquants en formation. À 300 mètres, l'armée largua ses bombes. 2 bombes de 225 kg avec des fusées retardées de 4 secondes. Il tira sur la colonne de commande et grimpa, virant brusquement à gauche pour dégager la zone cible. Derrière lui, les bombes tombèrent de l'avion, culbutèrent brièvement, puis se stabilisèrent et ricochèrent sur la surface de l'eau comme des pierres plates sur un étang. La technique s'appelait bombardement en ricochet, et elle avait été perfectionnée par le major William Bend des mois plus tôt en utilisant des bombardiers B-17. Les bombes touchèrent l'eau environ 90 mètres du navire cible. Elles rebondirent une fois, 2 fois, puis frappèrent la coque à la ligne de flottaison, voyageant à plus de 300 km/h. L'élan les porta à travers le blindage mince de la coque. Les fusées retardées signifiaient que les bombes pénétraient profondément à l'intérieur du navire avant de détonner. Quand elles explosèrent, le souffle se produisit à l'intérieur de la coque dans les cales de chargement et les compartiments de troupes. Le transport se brisa en deux. L'explosion fit sauter le fond du navire. L'eau se précipita. La section avant se souleva à tribord et commença à couler. La section arrière roula à bâbord. Les troupes piégées sous les ponts n'eurent aucune chance. Le navire descendit en moins de 3 minutes. Des centaines de soldats japonais furent entraînés sous l'eau. Temps total depuis l'ouverture du feu jusqu'à la montée, 18 secondes. Le transport était condamné. Les ailiers de l'armée attaquèrent 2 autres transports dans la même formation. Le capitaine Robert Strickland toucha le 2e transport avec le même effet dévastateur. Ses bombes pénétrèrent la salle des machines. L'explosion détruisit les chaudières. La vapeur remplit les compartiments, tuant tout le monde à l'intérieur. Le navire perdit toute puissance et commença à prendre l'eau. Le lieutenant Donald Mitchell attaqua le 3e transport. Son tir de mitrailleuse tua l'équipage de la passerelle et détruisit la direction. Ses bombes touchèrent au milieu du navire, soufflant un trou dans la coque de 6 mètres de large. Le transport commença à s'enfoncer par la poupe. Des canaux de sauvetage furent lancés. Des troupes sautèrent à l'eau. Le convoi organisé se dissolvait en chaos, et 3 transports coulaient, et l'attaque n'était pas terminée. Le 2e vol de B-25 attaqua les destroyers. Le major John Embry mena cet élément. Les destroyers étaient plus dangereux que les transports. Ils avaient un armement antiaérien plus lourd, un meilleur contrôle de tir, des équipages plus expérimentés. Mais ils étaient aussi plus légèrement construits. Leur coque était plus mince. Leur structure était plus vulnérable aux tirs de calibre 50. Embry approcha le destroyer de tête en angle, arrivant du quartier tribord où la plupart des canons antiaériens ne pouvaient pas porter. Son B-25 mitrailleur ouvrit le feu à 900 mètres. Les 8 mitrailleuses de calibre 50 se concentrèrent sur la superstructure du destroyer. Elles détruisirent la passerelle, tuèrent les officiers, détruisirent l'équipement de contrôle de tir. Le destroyer perdit le commandement et le contrôle en quelques secondes. Les bombes qui suivirent furent parfaitement visées. Elles ricochèrent sur le flanc du destroyer au milieu du navire, pénétrèrent la coque mince et explosèrent dans les espaces d'ingénierie. Le destroyer perdit la puissance. Mort dans l'eau, en feu, l'équipage abandonna le navire. Un autre destroyer essayant de manœuvrer pour éviter les avions attaquants entra en collision avec un transport endommagé. La collision déchira les coques des 2 navires. Les 2 vaisseaux furent perdus. Les 3e et 4e vols attaquèrent les transports restants. Le schéma était le même. Approche à basse altitude à grande vitesse. Tir de mitrailleuses dévastateurs supprimant toutes les défenses. Bombardement en ricochet avec des bombes à fusée retardées pénétrant profondément dans les coques avant d'exploser. L'un après l'autre, les transports japonais furent détruits. Au moment où le dernier B-25 s'éloigna, le convoi organisé était devenu un champ de débris de navires en feu, coulant, explosant. Toute la première vague d'attaque, du moment où les Beaufighters ouvrirent le feu à 9h53 jusqu'à ce que le dernier B-25 s'éloigne à 10h07, dura 14 minutes. En ce temps, les Alliés coulèrent ou endommagèrent mortellement 12 navires. Les Japonais perdirent 3 transports et 2 destroyers purement et simplement dans ces 14 premières minutes. 4 autres transports brûlaient et couleraient dans les heures suivantes. 2 autres destroyers étaient gravement endommagés et boitaient vers Rabaul. Les navires restants se dispersèrent essayant d'atteindre la côte avant l'arrivée de la prochaine vague d'attaque. L'armée reforma son escadron et retourna à la base. Ils atterrirent à Port Moresby à 11h30. Les équipes au sol attendaient. Ils comptèrent les avions. Les 12 mitrailleurs retournèrent. Dommages mineurs sur 3 avions. Aucune perte. L'armée descendit de son cockpit et marcha vers la tente des opérations. Il fit son rapport à Whitehead. L'attaque fonctionna exactement comme prévu. Les B-25 mitrailleurs performèrent parfaitement. Ce que l'armée et Kenney ne savaient pas, c'était que le sous-marin japonais I-26 était dans la zone, secourant des survivants. Le capitaine du sous-marin déposa un rapport décrivant l'attaque. Il l'appela l'assaut aérien le plus dévastateur qu'il ait jamais été témoin. Des bombardiers américains attaquant à hauteur de vague avec une puissance de feu écrasante. Les navires n'avaient aucune chance de se défendre. L'attaque était terminée avant que les équipages ne puissent organiser une résistance efficace. Des transports entiers furent détruits en quelques secondes. Le capitaine du sous-marin recommanda que les futurs convois évitent les mouvements de jour à portée des avions américains. Le risque était trop grand.
Les attaques de suivi continuèrent le 4 mars. Des A-20 et des Beaufighter attaquèrent les survivants dans l'eau et les navires de sauvetage essayant de les récupérer. C'était controversé alors et reste controversé maintenant. Les pilotes et commandants attaquants défendirent la décision. Tout soldat japonais qui atteignait le rivage rejoindrait les forces ennemies. La bataille n'était pas terminée tant que l'ennemi ne pouvait plus combattre. Les attaques continuèrent. Des vedettes lance-torpilles de la marine américaine rejoignirent les opérations de nettoyage. Elles trouvèrent des groupes dispersés de survivants et les engagèrent. Quelques centaines de soldats japonais atteignirent la côte et finalement arrivèrent à l'AE. La plupart ne le firent pas. Des 6900 troupes qui quittèrent Rabaul, environ 1200 atteignirent l'AE. 2700 autres furent secourus par des destroyers et des sous-marins et retournèrent à Rabaul. Le reste, environ 3000 hommes, furent tués. Les pertes japonaises furent catastrophiques. 8 transports coulés, 4 destroyers coulés, 2 destroyers endommagés, plusieurs avions abattus, 3000 soldats et marins morts. Le convoi fut anéanti. Le Japon ne tenta plus jamais d'envoyer un grand convoi à travers des eaux contrôlées par des avions alliés. Les pertes américaines furent minimales. 13 membres d'équipage aérien tués, 12 blessés. 3 P, 38 et 1 B, 17 abattus au combat, 1 B, 25 et un Beaufighter s'écrasèrent dans des accidents. Pour les Alliés, ce fut une victoire stupéfiante. Pour les Japonais, ce fut un désastre qui changea fondamentalement leur stratégie dans le Pacifique Sud-Ouest. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans les modifications non autorisées de Papy Gun. Les B-25 mitrailleurs furent l'arme décisive. Ils délivrèrent les coups fatals qui coulèrent le convoi. Sans eux, l'attaque aurait été moins efficace. Des navires auraient échappé. Des troupes auraient atteint l'AE. La bataille aurait été différente. Abonnez-vous à Du Conflit et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire extraordinaire de la Seconde Guerre mondiale. Le général de division Ab Arnold, général commandant des forces aériennes de l'armée, était à Washington quand les rapports de la bataille de la mer de Bismarck arrivèrent. Il les lut avec intérêt. Les résultats étaient impressionnants. Mais il avait des questions sur les B-25 modifiés. Son personnel d'ingénierie à Wright Field avait déposé des rapports disant que ces modifications étaient dangereuses et non autorisées. Maintenant, ces mêmes avions venaient juste de remporter une victoire majeure. Arnold voulait des réponses. Il appela Kenney à Washington pour une conférence fin mars 1943. Kenney retourna aux États-Unis, apportant des données complètes sur les modifications de mitrailleurs. Il rencontra Arnold et une équipe d'ingénieurs de Wright Field. Les ingénieurs présentèrent leur analyse. Les modifications violaient plusieurs règlements. Le centre de gravité était hors des limites acceptables. Les charges structurelles dépassaient les spécifications de conception. L'avion devrait être immobilisé immédiatement. Kenney les écouta présenter leur cas pendant 20 minutes. Puis il leur dit que les B-25 modifiés venaient d'aider à couler 8 transports et 4 destroyers dans la victoire aérienne la plus décisive de la guerre du Pacifique. 12 B-25 mitrailleurs attaquèrent à altitude minimale contre des défenses lourdes. Les 12 retournèrent en sécurité. Les modifications fonctionnaient. Les pilotes les adoraient. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Les ingénieurs arguèrent que les modifications étaient toujours hors spécification. Kenney répondit qu'il ne se souciait pas des spécifications. Il se souciait de gagner la guerre. Ses pilotes tuaient des Japonais avec ces modifications. Si Wright Field voulait aider, il pouvait comprendre comment rendre les modifications officielles et les incorporer dans les avions de production. S'il ne voulait pas aider, il pouvait sortir de son chemin. Arnold prit le parti de Kenney. Les résultats étaient indéniables. Il ordonna à North American Aviation, le fabricant du B-25, de travailler avec Gunn pour incorporer les modifications de mitrailleurs dans la production. Il ordonna à Wright Field de fournir un soutien d'ingénierie au lieu d'obstacles. Les modifications deviendraient officielles. Gunn voyagea à l'usine de North American Aviation en Californie en avril 1943. Il travailla avec l'équipe d'ingénierie pendant 3 semaines, expliquant comment les modifications de terrain furent faites. Les ingénieurs de North American furent impressionnés. Ils affinèrent la conception de Gunn, ajoutant 6 mitrailleuses de calibre 50 au lieu de 4 dans le nez, améliorant le renforcement structurel, standardisant l'installation. En juin 1943, North American produisait des B-25 mitrailleurs directement de l'usine. Les mitrailleurs produits en usine devinrent le B-25G et plus tard le B-25H. Le modèle G ajouta un canon de 75 mm dans le nez en plus des mitrailleuses. Le modèle H avait 14 mitrailleuses de calibre 50 plus le canon. La variante finale, le B-25J, pouvait être configuré soit comme mitrailleur avec 18 mitrailleuses, soit comme bombardier standard avec un nez vitré. Près de 10 000 B-25 furent construits pendant la guerre. Des milliers étaient des mitrailleurs basés sur la conception originale de Gunn. Les B-25 mitrailleurs continuèrent à dévaster les forces japonaises tout au long de la guerre du Pacifique. Ils détruisirent la navigation, oblitérèrent les aérodromes, anéantirent les positions au sol. À Wewak en août 1943, les B-25 mitrailleurs détruisirent 174 avions japonais au sol en un seul raid. À Hollandia en mars 1944, ils détruisirent 400 avions. Les Japonais ne récupérèrent jamais la supériorité aérienne en Nouvelle-Guinée. Mais les archives officielles ne mentionnent pas Papy Gunn par son nom. La documentation de North American Aviation attribue la conception de mitrailleurs aux ingénieurs de l'entreprise. Les rapports de l'armée de l'air attribuent les modifications à l'innovation de la 5e force aérienne. Le nom de Gunn apparaît dans les journaux de maintenance et les rapports de terrain, mais pas dans les histoires officielles. Il ne reçut aucune médaille pour la modification, aucune commendation, aucune reconnaissance au-delà des pilotes et mécaniciens qui savaient ce qu'il avait fait. Édouard Larney ne survécut pas à la guerre. Le 30 avril 1943, moins de 2 mois après avoir mené l'attaque à la mer de Bismarck, Larney atterrissait à l'aérodrome de Dobodura après une mission. Il exécuta sa manœuvre emblématique, plongeant vers la piste, passant bas au-dessus du terrain, puis montant brusquement dans un virage grimpant. Mais cette fois, son avion était lourdement chargé de carburant, passagers, cargaisons et munitions. Quand il monta, l'avion décrocha, entra dans une vrille plate et s'écrasa. Larney et tous ceux à bord furent tués.
Il laissa derrière lui une épouse et 2 filles. Il avait 31 ans. Le capitaine John Embry prit le commandement du 90e escadron. Embry continua les tactiques agressives de l'armée et devint l'un des pilotes mitrailleurs les plus réussis du Pacifique. Il effectua des douzaines de missions, détruisit de nombreuses cibles japonaises et entraîna de nouveaux pilotes dans les techniques que l'armée avait développées. Le 90e escadron devint connu sous le nom de Jolly Rogers et maintint le ratio de victoire le plus élevé de toute unité de B-25 dans le théâtre. George Kenney resta commandant des forces aériennes d'Extrême-Orient jusqu'à la fin de la guerre. Il mena la campagne aérienne à travers la Nouvelle-Guinée, les Philippines et finalement jusqu'au Japon. Il fut pionnier des opérations de transport aérien, des assauts de parachutistes et coordonna les opérations aériennes terrestres. Après la guerre, il écrivit 3 livres sur la campagne aérienne du Pacifique. L'un d'eux s'intitulait La saga de Papy Gun, publié en 1959. C'était un hommage à l'homme que Kenney appelait l'un des grands pionniers de l'aviation. Papy Gun survécut à la guerre de justesse. Il effectua des centaines de missions de combat, fut blessé 9 fois, gagna 2 Distinguished Flying Cross, une Silver Star, une Legion of Merit, une Air Medal et 9 Purple Hearts. Il fut promu lieutenant-colonel et plus tard colonel. Quand les Philippines furent libérées en 1945, il fut réuni avec sa famille. Sa femme et ses enfants avaient survécu à 3 ans d'internement à l'université de Santo Tomas à Manille. Ils étaient émaciés et traumatisés mais vivants. Gunn prit sa retraite de l'armée de l'air en juin 1948 en raison d'invalidité physique de ses blessures. Il retourna aux Philippines et relança Philippine Airlines, la compagnie qu'il avait fondée avant la guerre. Il effectua des vols charters à travers le Pacifique, reconstruisit l'industrie aérienne et vécut tranquillement. Il ne chercha jamais de reconnaissance pour ses innovations de guerre. Quand les gens demandaient, il disait qu'il était juste un mécanicien qui réparait des avions. C'est tout. Le 11 octobre 1957, Gunn pilotait un vol charter dans un Beechcraft modèle 18 au-dessus des Philippines. Une tempête arriva plus vite que prévu. L'avion rencontra de fortes turbulences et de fortes pluies. Gunn essaya de monter au-dessus du mauvais temps, mais ne put gagner d'altitude assez rapidement. L'avion s'écrasa sur le flanc d'une montagne. Gunn et tous les passagers à bord furent tués. Il avait 57 ans. Paul Irving Gunn est enterré au cimetière national de Barranca à la station aéronavale de Pensacola en Floride. Son marqueur de tombe liste son grade comme colonel, forces aériennes de l'armée des États-Unis. Date de naissance, 18 octobre 1899. Date de décès, 11 octobre 1957. Le marqueur note son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne mentionne pas qu'il changea la façon dont les bombardiers américains combattirent dans le Pacifique. Il ne mentionne pas les modifications de mitrailleurs qui tuèrent des milliers de Japonais et sauvèrent des centaines de vies américaines. Il ne mentionne pas la bataille de la mer de Bismarck. Il ne mentionne pas que ces innovations non autorisées, faites sans permission, sans approbation, sans reconnaissance, modifièrent fondamentalement l'équilibre des pouvoirs dans le Pacifique Sud-Ouest. Philippine Airlines existe toujours. La compagnie que Gunn fonda en 1941 continue d'opérer aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard. C'est l'une des plus anciennes compagnies aériennes commerciales d'Asie, l'une des rares qui survécut à la Seconde Guerre mondiale et continua dans l'ère moderne. La compagnie opère des vols à travers le Pacifique à travers l'Asie du Sud-Est, connectant les Philippines au monde. Très peu de passagers qui volent sur Philippine Airlines savent que le fondateur était un colonel américain qui passa 3 ans à mener une guerre personnelle contre les Japonais qui emprisonnèrent sa famille. Très peu savent qu'avant de construire une compagnie aérienne, il construisit des bombardiers mitrailleurs qui changèrent la guerre navale. Le concept de B-25 mitrailleurs se répandit au-delà de la 5e force aérienne. Fin 1943, les conversions de mitrailleurs étaient standards à travers le théâtre du Pacifique. La 7e force aérienne dans le Pacifique central les utilisa. La 13e force aérienne dans les îles Salomon les utilisa. Les escadrons PBJ du corps des marines pilotant des B-25 désignés par la marine utilisèrent des configurations de mitrailleurs pour des missions d'attaque au sol. Le concept se répandit même en Europe où la 12e force aérienne modifia des B-25 pour des missions d'attaque au sol en Italie et dans le sud de la France, bien que les modifications européennes fussent moins étendues que les versions du Pacifique. North American Aviation construisit des milliers de B-25 mitrailleurs produits en usine basée sur les modifications de terrain originales de Gunn. Le B-25G introduisit un canon M4 de 75 mm dans le nez, le plus gros calibre jamais monté dans un bombardier américain. L'installation était complexe, nécessitant un renforcement structurel significatif. Le canon pouvait détruire des navires d'un seul coup, mais il avait une cadence de tir lente et un recul terrifiant. Les équipages l'appelaient à la fois efficace et terrifiant à utiliser. Le B-25H affina le concept avec 14 mitrailleuses de calibre 50 tirant vers l'avant plus le canon de 75 mm. Certaines versions portaient des mitrailleuses supplémentaires dans les positions de queue et de taille. Le modèle H pouvait produire un volume de feu incroyable. Au taux maximum, les 14 mitrailleuses tirant simultanément produisaient plus de 10 000 coups par minute. La puissance de feu était si intense que les pilotes devaient tirer en rafale contrôlée pour éviter la surchauffe des canons et l'épuisement trop rapide des munitions. La variante de production finale, le B-25J, pouvait être configurée des deux façons. La version année vitrée servait comme bombardier moyen conventionnel avec un bombardier. La version année solide portait jusqu'à 18 mitrailleuses de calibre 50 pour des missions de mitraillage. Près de 5000 modèles J furent construits, partagés entre les deux configurations. La polyvalence fit du B-25 le bombardier moyen le plus réussi de la Seconde Guerre mondiale. La production totale de B-25 dépassa 9800 avions. Le type servi dans tous les théâtres de la guerre, effectua plus de missions de combat que tout autre bombardier bimoteur américain, détruisit plus de cibles ennemies et eut un taux de perte plus faible que les avions comparables. Les versions mitrailleurs descendant directement des modifications non autorisées de Gunn représentèrent des milliers de navires, avions, véhicules et installations ennemies détruits. L'impact sur la guerre du Pacifique fut incommensurable. Dans les musées militaires à travers les États-Unis, il y a des B-25 mitrailleurs exposés.
Beaucoup d'entre eux ont des plaques décrivant le rôle de l'avion dans la guerre du Pacifique. La plupart mentionnent la bataille de la mer de Bismarck. Certains mentionnent le bombardement en ricochet et les tactiques d'attaque à basse altitude. Très peu mentionnent Papy Gun. Son nom a été largement oublié en dehors des cercles d'histoire de l'aviation et des chercheurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est ainsi que l'innovation se produit réellement en guerre. Non par des canaux officiels ou des comités d'ingénierie ou des réunions du personnel du quartier général. Par des mécaniciens et des pilotes qui voient des problèmes et les résolvent sans attendre la permission. Par des capitaines qui récupèrent des pièces d'avions détruits et les installent de manière que le manuel dit impossible. Par des commandants qui ignorent les règlements quand des vies sont en jeu. Par des hommes qui mènent leur propre guerre personnelle contre un ennemi qui leur a tout pris. La bataille de la mer de Bismarck fut le tournant de la campagne de Nouvelle-Guinée. Elle prouva que la puissance aérienne alliée pouvait arrêter les convois de renforcement japonais. Elle démontra l'efficacité de l'attaque coordonnée à basse altitude. Elle valida les innovations qui avaient été développées sur le terrain par des hommes qui n'attendirent pas l'approbation du quartier général. La bataille dura 3 jours, mais l'attaque décisive dura 14 minutes. En ces 14 minutes, 12 bombardiers modifiés détruisirent un convoi et changèrent le cours de la guerre du Pacifique. Et tout commença avec un capitaine d'âge moyen en combinaison graisseuse, installant des mitrailleuses récupérées dans un nez de bombardier, disant à un général que la seule façon de gagner était de briser les règles et de frapper l'ennemi plus fort qu'il ne pouvait riposter. C'est comment les guerres se gagnent vraiment. Pas dans les salles de conférence à Washington. Pas dans les bureaux d'ingénierie à Wright Field. Mais sur des aérodromes poussiéreux en Australie où des hommes désespérés trouvent des solutions désespérées à des problèmes impossibles. Gunn n'avait pas de diplôme d'ingénierie. Il n'avait pas d'autorisation officielle. Il n'avait pas de permission. Ce qu'il avait, c'était une famille emprisonnée par l'ennemi, une rage froide qui ne s'éteindrait jamais, et une compréhension absolue que les règles qui ralentissent l'innovation coûtent des vies. Kenney le comprit aussi. C'est pourquoi il resta là sous l'aile de cet A-20 en août 1942 et regarda un capitaine violer tous les règlements qu'il pouvait imaginer. C'est pourquoi il ne l'arrêta pas. C'est pourquoi il le promut à la place. Parce que Kenney savait quelque chose que les bureaucrates à Washington ne comprendraient jamais. En guerre, les résultats sont la seule chose qui compte. Soit vous tuez l'ennemi plus vite qu'il ne vous tue, soit vous perdez. Tout le reste n'est que paperasse. Les bureaucrates à Wright Field voulaient des analyses de contraintes. Kenney voulait des navires japonais coulés. Les bureaucrates voulaient des calculs de poids et d'équilibre. Kenney voulait des aérodromes japonais détruits. Les bureaucrates voulaient des mois d'essais d'ingénierie. Kenney voulait des victoires maintenant. Il obtint ses victoires. Si cette histoire vous a captivé, partagez-la avec vos amis passionnés d'histoire. Chaque partage aide à préserver ces récits oubliés. La bataille de la mer de Bismarck ne fut pas seulement une victoire tactique. Ce fut une révolution dans la façon dont les guerres aériennes étaient menées. Avant Bismarck, les bombardiers attaquaient depuis haute altitude et espéraient toucher quelque chose. Après Bismarck, les bombardiers fonçaient au ras des vagues avec assez de puissance de feu pour détruire tout ce qu'ils visaient. Les Japonais n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. Leur tactique navale supposait que les navires en mer ouverte étaient relativement sûrs tant qu'ils avaient une couverture de chasseurs et des canons antiaériens. La bataille de Bismarck prouva que cette hypothèse était fausse. Un seul B-25 mitrailleurs pouvait détruire un transport en moins de 20 secondes. 12 B-25 mitrailleurs pouvaient anéantir un convoi entier en 14 minutes. Les mathématiques étaient simples et terrifiantes. Après Bismarck, les Japonais changèrent toute leur stratégie logistique dans le Pacifique Sud-Ouest. Ils arrêtèrent d'envoyer de grands convois pendant la journée. Ils commencèrent à déplacer des fournitures par sous-marin et par petits navires rapides la nuit. Ils abandonnèrent des bases entières parce qu'ils ne pouvaient plus les ravitailler. Le changement de stratégie signifia que les forces japonaises en Nouvelle-Guinée et dans les Salomon ne reçurent jamais les renforts dont elles avaient besoin. Elles se battirent affamées, à court de munitions, sans espoir de secours. Elles moururent lentement parce qu'aucun convoi ne pouvait les atteindre. Tout cela parce qu'un capitaine installa des mitrailleuses dans un nez de bombardier sans permission. L'histoire officielle ne le dit pas de cette façon. Les histoires officielles parlent de planification stratégique, de coordination interarmes, de supériorité aérienne alliée. Elles mentionnent rarement les individus qui rendirent cette supériorité possible. Mais la vérité est que les guerres ne sont pas gagnées par des stratégies. Elles sont gagnées par des hommes qui refusent d'accepter que quelque chose est impossible. Des hommes qui voient ce qui doit être fait et le font, que les règlements le permettent ou non. Papy Gun était ce genre d'homme. Il ne demanda jamais la permission. Il ne demanda jamais l'approbation. Il vit le problème, trouva la solution, et la mit en œuvre avant que quiconque ne puisse lui dire non. Et quand les bureaucrates essayèrent de l'arrêter, Kenney les ignora. Parce que Kenney était aussi ce genre d'homme. Il comprenait que gagner la guerre était plus important que suivre les règles. C'est une leçon que chaque organisation devrait apprendre mais que peu apprennent jamais. L'innovation ne vient pas du sommet vers le bas. Elle vient du bas vers le haut, des gens sur le terrain qui voient les problèmes que les dirigeants ne voient même pas. Les grandes organisations étouffent cette innovation avec des règlements, des procédures, des processus d'approbation. Elles insistent pour que tout soit testé, analysé, approuvé par des comités qui ne comprennent pas le problème et ne font pas face aux conséquences de l'inaction. Les petites organisations, les organisations désespérées, les organisations qui perdent, apprennent à laisser leurs meilleurs gens résoudre les problèmes sans interférence. C'est pourquoi les petites organisations battent souvent les grandes. C'est pourquoi les forces désespérées trouvent souvent des solutions innovantes. C'est pourquoi les Américains gagnèrent dans le Pacifique alors qu'ils perdaient au début de la guerre. Ils arrêtèrent d'essayer de faire les choses de la bonne façon et commencèrent à faire les choses de la façon qui fonctionnait. Gunn leur montra comment. Kenney les laissa faire. Les pilotes exécutèrent. Les Japonais moururent. Simple comme ça. Les B-25 mitrailleurs de Gunn continuèrent à tuer des Japonais pour le reste de la guerre. À chaque fois qu'ils décollaient, à chaque fois qu'ils attaquaient, à chaque fois qu'ils retournaient à la base avec tous les avions sains et saufs, ils prouvaient que les bureaucrates de Wright Field avaient tort. Les ingénieurs dirent que les modifications étaient dangereuses. Les pilotes les adorèrent. Les ingénieurs dirent que les avions seraient incontrôlables. Les pilotes les volèrent dans des centaines de missions de combat. Les ingénieurs dirent que les structures échoueraient.
Les structures tinrent bon. Les ingénieurs avaient leurs calculs. Gunn avait la réalité. La réalité gagna. En 1944, quand North American Aviation produisait des B-25 mitrailleurs directement de l'usine, les ingénieurs de l'entreprise admirent que la conception de Gunn était brillante. Ils l'affinèrent, l'améliorèrent, la standardisèrent. Mais le concept de base, les 8 mitrailleuses de calibre 50 dans le nez et sur les côtés, venait directement de ce premier A-20 que Gunn modifia à Charter Towers en août 1942. L'entreprise obtint les brevets. L'entreprise obtint les contrats. L'entreprise obtint le crédit dans les documents officiels. Gunn obtint une tombe au cimetière national de Barranca sans mention de ce qu'il avait réellement accompli. C'est souvent ainsi. Les innovateurs font le travail. Les bureaucrates obtiennent le crédit. Les historiens écrivent les bureaucrates dans les livres et oublient les innovateurs. Mais les pilotes qui volèrent les B-25 mitrailleurs savaient. Les équipes au sol qui les entretinrent savaient. Les commandants qui les menèrent au combat savaient. Ils savaient que Papy Gunn changea la guerre. Ils savaient qu'il sauva des vies. Ils savaient que sans lui, beaucoup plus d'entre eux seraient morts. C'est la reconnaissance qui compte vraiment. Pas les médailles. Pas les livres d'histoire. Pas les documents officiels. Mais le respect des hommes qui combattirent à vos côtés et qui savent ce que vous fîtes quand ça comptait. Gunn avait ce respect. Chaque pilote dans la 5e force aérienne connaissait son nom. Chaque mécanicien savait ce qu'il avait accompli. Quand il marchait à travers un aérodrome, les hommes s'arrêtaient et le saluaient, pas parce que le règlement l'exigeait, mais parce qu'il voulait le faire. C'est le genre de respect qu'on ne peut pas commander. On doit le gagner. Gunn le gagna en faisant ce que personne d'autre ne voulait faire, en prenant les risques que personne d'autre ne prendrait, en résolvant les problèmes que tout le monde disait insolubles. Et il le fit tout en sachant que sa famille était emprisonnée quelque part aux Philippines, ne sachant pas s'ils étaient vivants, ne sachant pas s'ils les reverraient jamais. Cette douleur le poussa. Cette rage le poussa. Chaque mitrailleuse qu'il installa était pour eux. Chaque avion qu'il modifia était une façon de frapper l'ennemi qui les avait pris. Chaque navire japonais coulé par ses bombardiers mitrailleurs était une petite mesure de vengeance. Quand il fut finalement réuni avec sa famille en 1945, après 3 ans de séparation, après 3 ans de ne pas savoir s'il vivait ou mourait, après 3 ans de combattre une guerre personnelle contre leurs ravisseurs, il ne parla jamais de ce qu'il avait fait. Il ne se vanta jamais de ses innovations. Il ne réclama jamais de crédit. Il dit simplement qu'il était heureux qu'il soit en sécurité. C'est aussi le genre d'homme qu'il était. Il fit ce qui devait être fait sans attendre de récompense. Quand il mourut dans cet accident d'avion en 1957, pilotant encore à 57 ans parce qu'il ne pouvait pas imaginer faire autre chose, très peu de gens en dehors de la communauté de l'aviation remarquèrent. Il n'y eut pas d'obsèque nationale, pas de manchette, pas de reconnaissance officielle de ce qu'il avait accompli pendant la guerre. Juste une simple tombe à Pensacola avec des dates et un grade et aucune mention du fait qu'il changea le cours de la guerre du Pacifique. Mais Philippine Airlines vole toujours. Les avions qu'il rêva de piloter avant la guerre traversent toujours le Pacifique, portant des passagers entre Manille et le monde. Et dans des musées à travers l'Amérique, des B-25 mitrailleurs sont exposés, leurs nez hérissés de mitrailleuses, leurs fuselages portant les marques de batailles oubliées depuis longtemps. Ces avions sont son monument. Pas la tombe à Pensacola. Pas les livres d'histoire qui mentionnent à peine son nom. Mais ces bombardiers qui existent toujours, témoins silencieux de ce qu'un homme peut accomplir quand il refuse d'accepter l'impossible. La prochaine fois que vous voyez un B-25 dans un musée, arrêtez-vous et regardez le nez. Regardez ces mitrailleuses. Pensez à l'homme qui eut l'idée de les mettre là. Pensez au commandant qui le laissa le faire. Pensez aux pilotes qui les volèrent au combat. Pensez aux marins japonais qui les virent venir au ras des vagues et réalisèrent, dans leurs dernières secondes, qu'ils n'avaient aucune chance. C'est comment les guerres se gagnent. Pas par des plans élégants ou des stratégies brillantes. Mais par des hommes désespérés trouvant des solutions désespérées et des commandants assez courageux pour les laisser essayer. Papy Gunn fut l'un de ces hommes. George Kenney fut l'un de ses commandants. Ensemble, ils changèrent la guerre. L'histoire devrait s'en souvenir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à Du Conflit pour découvrir plus d'histoires incroyables et méconnues de la Seconde Guerre mondiale. Activez les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Commentez ci-dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire extraordinaire. Votre engagement nous aide à continuer à partager ces récits qui méritent d'être racontés. À bientôt pour une nouvelle histoire.